Alors cette vidéo va être en deux parties. Dans la deuxième, je vous ferai une sorte de guide d'achat des caméras 360 du moment en vous montrant leurs forces et leurs limites pour que vous sachiez laquelle est plus adaptée à vos besoins. Mais avant ça, on va commencer par une première partie où j'explique un petit peu les bases des caméras 360, à quoi ça sert, comment ça marche et comment en tirer le meilleur en termes d'image. Pour ceux qui s'y connaissent déjà donc dans les caméras 360, allez-y, massacrez mon watch time, massacrez ma rétention et passez directement en seconde partie dont je mets le timecode ici. Pour tous les autres, on y va. Alors pour commencer, la base, une caméra 360, c'est une caméra qui filme absolument tout ce qu'il y a autour d'elle. Dessus, dessous, à côté, à gauche, à droite, elle filme toute la sphère qui est autour d'elle. Il y a des caméras 360 qui sont à plus de 15 000 €, qui ont 8 objectifs différents. Mais on parle pas de ça aujourd'hui, on parle de caméras 360 d'action ou de points qu'on tient dans la main. Et ces caméras 360 d'action, les petites, là comme celle-ci, ont toutes deux objectifs. Chaque objectif filme un peu plus qu'une demi-sphère. Il a environ 200 degrés d'angle. Et à eux deux, en fait, ils forment l'ensemble de la sphère, ils filment l'ensemble de la sphère qui est autour de la caméra. C'est vraiment à la base deux images distinctes qu'il faudra ensuite assembler, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a un assemblage qui est à faire. Il peut être plus ou moins contraignant selon les marques et les caméras. Pour les caméras de la marque Insta360, il se passe sur logiciel ou application et c'est automatique, on n'a rien à faire, pour nous c'est transparent. Alors vous allez me dire, ok Max, tu filmes toute la sphère autour de la caméra, mais après mon écran, moi il est plat, alors comment je fais pour voir ça? Mais il y a deux solutions. Pour traiter une image ou publier une image à 360 degrés, soit on choisit d'en extraire une partie, un morceau qui nous intéresse, et ce morceau-là, du coup, on va pouvoir le visualiser en deux dimensions sur un écran. Par exemple, sur une vidéo 360, on peut la recadrer ensuite pour en tirer une vidéo en 16 neuvième ou en 9 16e ou en carré, comme on veut. On prend vraiment une petite partie de l'ensemble de ce qui a été filmé. La seconde solution, c'est d'extraire l'ensemble de l'image qui a été prise, vraiment toute la sphère. Et après, pour la visualiser, il y aura deux solutions, soit sur un écran plat, un ordinateur ou un smartphone, dans une application qui gère les images à 360 degrés, on pourra naviguer dans l'image, tourner et voir tout en tournant l'application. La seconde possibilité, ça va être d'utiliser un casque de réalité virtuelle pour pouvoir se balader vraiment dans l'image, que ce soit une photo ou une vidéo. Alors si vous voulez publier ou visionner des photos ou des vidéos en 360 degrés, vous allez vous demander quelles sont les applications ou les sites qui gèrent ça en fait. Instagram par exemple ne gère pas du tout ça. Par contre Facebook lui gère les photos 360 degrés. Donc sur Facebook on peut publier et visualiser des photos prises à 360 degrés et puis se promener dedans. Alors la compression fait que le rendu est très très moyen, mais bon c'est possible. En revanche pas pour les vidéos. Pour les photos toujours, il y a beaucoup de sites aussi qui font de la visite virtuelle, donc c'est-à-dire pouvoir visiter un appartement ou une maison à vendre ou un bâtiment comme ça. Donc bien sûr ces sites gèrent les photos 360 degrés. Et pour ce qui est de la vidéo, le plus connu des sites qui gèrent la vidéo 360 degrés, c'est YouTube. On peut tout à fait uploader une vidéo prise en 360 degrés sur YouTube et la visualiser en se déplaçant dedans pour voir tout ce qui se passe. Moi j'en ai plusieurs qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien de l'une d'entre elles sous la vidéo en description. Bref, voilà comment ça marche pour les principes de base des caméras 360. Point suivant, on va revenir sur un point qui est fondamental, qu'on a à peine vu tout à l'heure, c'est que cette image à la base, c'est vraiment deux images prises par deux objectifs avec deux capteurs, et ça a des conséquences vraiment fondamentales sur la prise de vue. Première chose, c'est que comme chaque objectif voit à environ 200 degrés autour de lui, donc un peu plus qu'une demi-sphère, en fait quand on est proche de la caméra, ici, là, il y a un léger angle mort entre chaque objectif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se trouve proche de la caméra sur un disque qui fait le tour comme ça sera invisible sur l'image. D'accord? Ça va être vraiment invisible et c'est pour ça que les caméras 360 sont les seules qui font disparaître la perche sur laquelle on les met. Quand on met une perche comme ça ici sur une caméra 360, du coup on filme et cette perche elle est vraiment pile située dans l'angle mort dont je vous parle et elle disparaît à l'image. C'est un peu ce qui fait la magie des caméras 360. Deuxième conséquence, c'est que si vous rapprochez un objet ou votre visage de la caméra sur la tranche comme ça, en se rapprochant ici, vu qu'il va commencer à arriver dans l'angle mort, d'abord il va être déformé, puis il va disparaître. Donc ça va ressembler à rien du tout. Donc si vous filmez avec ces caméras 360, pensez bien à ne rien rapprocher par la tranche sur le côté. À l'inverse, faites-le plutôt en visant un objectif. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Le point suivant qui découle du fait qu'on a vraiment deux objectifs, c'est qu'en fait l'assemblage dont je parlais tout à l'heure, l'assemblage des deux images de chacune des deux demi-sphères, donc il se fait de manière automatique via le logiciel ou l'application, mais cet assemblage il est fait pour être fait sur des images prises comme ça dans l'air. Dès qu'on va sous l'eau, il y a la diffraction des rayons de lumière dans l'eau qui fait qu'en fait l'assemblage ne marche plus. Quand on met une caméra 360
360 sous l'eau, on ne pourra pas avoir d'image 360 bien assemblée. On pourra avoir deux images séparées dans lesquelles on pourra extraire des parties sympas, mais l'assemblage ne se fera pas à moins d'avoir un boîtier étanche. Une image 360 sous-marine n'est possible que si on utilise un boîtier étanche, sinon ça ne marche pas. Et enfin, dernière conséquence du fait qu'on a vraiment deux objectifs, c'est que ça a des conséquences sur l'exposition. Je m'explique, si vous prenez une image, vidéo ou photo, la caméra comme ça avec un objectif qui pointe vers le soleil qui pète et l'autre qui est vers le bas, et bien l'exposition sur celui-ci va être bien différente de celle sur celui-là. Et ça va se voir à l'image finale, vous aurez vraiment deux images différentes et à la coupure entre l'assemblage des deux images, on verra que la lumière est différente. Donc en image, photo, vidéo 360, on essaye toujours dans la mesure du possible de viser la source principale lumineuse avec la tranche de la caméra de manière à exposer de la même manière chaque objectif. C'est vraiment important. Alors maintenant qu'on a vu ces bases et un peu comment ça marche, vous allez me dire ok c'est cool mais ça sert à quoi en fait? À plusieurs choses qu'on voit maintenant. Première chose, quand on filme avec une caméra, on va dire classique, faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut montrer, à comment on tient la caméra ou alors où on la pose. Et ça peut être des fois gênant quand on veut se filmer, par exemple en faisant du kite ou de la course à pied. Une caméra classique, ça peut être contraignant à gérer pendant qu'on fait une activité. Ce n'est pas le cas du tout avec une caméra 360 parce que là, pour le coup, elle filme tout. On n'a pas à réfléchir, on est sûr qu'à la fin, elle aura tout filmé. Et en plus de ça, avec le logiciel ou l'application, on pourra choisir non seulement ce qu'on veut montrer à quel moment, passer d'une vue à une autre, ce qui laisse des possibilités créatives quasiment illimitées, et on peut aussi choisir à quelle vitesse on passe d'un point de vue à un autre, au niveau des transitions, ajouter différentes choses. C'est vraiment à ça que ça sert, d'une part à ne pas réfléchir à la prise de vue, d'autre part à choisir ensuite au montage ce qu'on veut montrer dans la vidéo finale. Second point qui est hyper intéressant, c'est que ces caméras ont une stabilisation numérique qui est vraiment bluffante. C'est-à-dire qu'elles se servent de la sphère qui est filmée autour d'elles pour rogner un petit peu dedans et fournir une stabilisation qui est vraiment excellente. Donc quand on fait la course à pied ou des VTT ou quoi, on dirait vraiment qu'un drone nous suit. C'est aussi l'un des gros points forts de ces caméras 360, tout ce qui est stabilisation numérique. Donc les points forts, c'est que à la prise de vue, on n'a pas besoin de réfléchir, tout sera filmé, on va rien rater, ce sera bien stabilisé. Et 2, quand on va traiter la vidéo, on pourra choisir tel ou tel point de vue, passer de l'un à l'autre à notre guise pour que ce soit agréable à regarder. Mais forcément, tout ça, ça a des contraintes et limites techniques qui font aussi des inconvénients de ces caméras 360, et on parle de ça maintenant. Aujourd'hui, la plus grosse limite des caméras 360, leur plus gros défaut, on va dire, ça va être tout ce qui est qualité d'image, définition. J'explique ça maintenant. En fait, pour faire simple, quand vous prenez une caméra d'action standard, d'accord, une caméra d'action normale, qui vous annonce une définition maximale de 4K, donc 4K UHD, c'est 3840 pixels par 2160, donc environ 12 millions de pixels. Ces 12 millions de pixels, ils vont être répartis sur l'angle que la caméra d'action normale voit, donc environ, on va dire 120 degrés à peu près. Et donc, tous ces pixels seront répartis sur cet angle-là. À l'inverse, la définition qui vous est affichée pour une caméra 360, c'est une définition qui est sur l'ensemble de la sphère. Et si vous ne gardez qu'une partie équivalente à 120 degrés, vous en aurez beaucoup moins. Alors ceux qui n'y connaissent pas grand-chose et qui voient une définition annoncée de 5,7K et se disent « Ah mais c'est énorme, c'est beaucoup plus que le 4K de ma caméra d'action », eh bien non, là c'est 5,7K sur l'ensemble de la sphère, mais en fait si on garde que la partie équivalente à ce que prend la caméra d'action, eh bien là, il reste des fois du Full HD, voire un peu plus, mais en tout cas il reste beaucoup moins que le 4K que fait la caméra d'action. Donc faut bien avoir ça en tête, c'est qu'aujourd'hui la définition et la qualité d'image proposée par une caméra 360 est inférieure à celle proposée par une caméra d'action, on va dire classique. C'est un fait, et alors ça pourrait être suffisant pour passer sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, mais si vous comptez regarder votre vidéo ou que les gens la regardent sur une télé, un grand écran, mais ils verront vraiment la différence entre ces caméras-là et une caméra d'action classique. Avec celle-ci, par contre, ça va être différent, on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc maintenant vous avez compris à quoi ça sert, comment ça marche, quels sont les avantages et les limites d'une caméra 360, on passe à la partie 2 de cette vidéo, à savoir mes conseils sur laquelle choisir entre les différentes caméras 360 du moment. Alors maintenant je vous parle de ces 4 caméras qui sont selon moi les 4 meilleures caméras 360 du moment. On verra leurs avantages et leurs limites pour que vous sachiez laquelle correspond le mieux à vos besoins. Je parlerai ensuite rapidement de ce que propose aussi la concurrence, mais avant ça je voulais vous rappeler que c'est en ce moment la période du Black Friday jusqu'au 25 novembre. Il y a différentes offres potentiellement intéressantes sur ces différentes caméras. Il y a par exemple 60 € de réduction sur la One RS en édition Twin avec une batterie offerte. Il y a 74 € de réduction sur la One X2. La X3 n'a pas de réduction mais il y a les protèges objectifs qui sont offerts
offert et une perche à selfie offerte pour les packs qui n'en contiennent pas. Bref, si ces offres vous intéressent, je vous mets un lien sous la vidéo en description. Alors premier point, comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a que des caméras de la marque Insta360. Pourquoi? Parce que ce sont les leaders du marché. Ils font les meilleures caméras aujourd'hui 360 et ça on en reparlera en fin de vidéo. Et deuxième point, c'est que ces caméras, en fait, chacune de ces 4 caméras, j'en ai fait des tests et tutos dédiés. Je mettrai des liens sous la vidéo en description vers les tests respectifs de ces 4 caméras. On commence par parler de l'Insta360 One RS. Alors en début de vidéo, je vous disais que la limite des caméras 360 aujourd'hui, c'était la qualité de l'image. Et pour ceux qui hésitent entre une caméra d'action classique avec une qualité d'image, on va dire optimale, et une caméra 360 avec les avantages que ça offre au détriment de la qualité d'image, eh bien il y a la One RS qui tente d'allier un petit peu le meilleur des deux mondes. Cette One RS, c'est une seule caméra qui est modulable. Donc si on la prend en version Twin, on a à la fois un objectif 360 qu'on peut facilement remplacer en démontant la batterie par en dessous, par l'objectif ici, 4K. Donc cette One RS est vraiment faite pour ça, pour n'acheter qu'une caméra qui fait un petit peu tout. Mais forcément tout ça, ça a un coût, ça a un prix au niveau manipulation déjà, c'est-à-dire que c'est un peu contraignant des fois à manipuler parce qu'en plus il faut la remettre dans son petit boîtier là, si on veut s'en servir sous l'eau par exemple. Premier point. Deuxième point, c'est que justement niveau étanchéité, elle est moins étanche même dans son boîtier que les autres. Elle est étanche à 5 mètres contre 10 pour ces deux-là. Celle-ci, on en reparlera après, ça n'a rien à voir. Mais donc, second point, c'est l'étanchéité. Et comme je le disais, troisième point, ben voilà, niveau modularité, c'est un avantage, mais c'est aussi des manipulations en plus. Dernier inconvénient de la One RS, pour ça, pour vous le montrer, je vais remettre l'objectif 360. C'est que cette One RS, elle est plus épaisse qu'une One X2 ou qu'une One X ou qu'une X3. Donc comme elle est plus épaisse en fait, eh bien l'angle mort qu'il y a entre les deux objectifs est plus important en fait. Et du coup ça veut dire qu'au niveau assemblage des deux demi-sphères qui composent l'image 360, il est un peu moins bon sur une One RS que sur une One X2 ou que sur une X3. C'est un point qui n'est pas forcément dérangeant, mais ayez-le quand même bien en tête. Quand on se rapproche des caméras par la tranche, eh bien on va plus vite être déformé, voire disparaître sur une One RS que sur une One X2 ou une X3. Maintenant, la One X2, bah, elle a 2 ans et elle a été remplacée il y a quelques mois là par la X3. Donc, cela dit, elle est encore en vente sur le site, cette One X2. C'est une très bonne caméra, hein. Moi, je me suis régalé avec. C'était ma caméra d'action de prédilection pendant 2 ans. Je m'en sers très souvent, à la fois en course à pied, en kite, en e-foil. Bref, c'est vraiment une caméra que j'ai beaucoup utilisé. Maintenant, j'ai la X3, donc je me sers plus de la X3. Mais cela dit, la One X2 reste un très bon choix, d'autant qu'elle est forcément moins chère que la X3. Donc ceux qui veulent vraiment une caméra d'action 360, vraiment très très bien, qui fait une belle image, qui est très fine, avec un bel assemblage, plein de fonctions intéressantes, eh bien cette One X2 reste un truc super intéressant à un prix plus abordable que sa grande sœur, enfin que sa remplaçante, la X3, dont je vous parle maintenant. La X3 qui a remplacé la One X2 apporte au niveau extérieur une nouveauté, c'est ce grand écran tactile qui est super réactif, c'est un vrai régal à utiliser. Donc quand on veut changer de mode ou de réglage, c'est vraiment beaucoup plus facile et confortable sur la X3 que sur la One X2, ça n'a rien à voir. Après au niveau image, on a des capteurs qui sont plus gros sur la X3 que sur la One X2, ce qui offre une meilleure gestion des basses lumières ou des scènes qui sont contrastées niveau lumière. Donc c'est globalement une bonne amélioration de la One X2 que je conseille vraiment à 100%, il n'y a aucun souci. Si vous avez la possibilité au niveau financier, prenez la X3 plutôt que la One X2, c'est mon conseil, même si la One X2 reste une très bonne caméra 360. Encore un petit point, la One X2 et la X3 ont toutes les deux un mode qui permet de n'utiliser qu'un seul objectif sur les deux pour en faire une sorte de petite caméra d'action classique, hein, avec une stabilisation qui est excellente. Sur la One X2, c'est en 1440p seulement, sur la X3, c'est en 4K, donc forcément, on n'a pas les possibilités qu'a une caméra d'action normale, hein, comme la One RS avec cet objectif-là, ou une GoPro ou autre, mais voilà, pour ceux qui veulent ponctuellement utiliser cette caméra en mode caméra d'action classique avec un seul objectif, c'est possible. Maintenant, on passe sur la One RS capteur de 1 pouce. Alors, cette One RS 1 pouce, c'est une base de One RS, c'est-à-dire que le cerveau et l'écran, c'est vraiment la même chose que la One RS. C'est une batterie verticale de One RS. Cette batterie verticale existe pour la One RS, on peut la commander en plus pour faire un montage et un assemblage vertical de la One RS. En revanche, au-dessus, ici, là, on a un objectif 360 avec 2 capteurs de 1 pouce. Ça, c'était une grosse nouveauté, hein, parce qu'il y avait déjà des caméras 360 qui avaient des capteurs de 1 pouce, mais c'était des caméras qui étatés pour la visite virtuelle, qui faisaient de très belles photos, mais en vidéo qui étaient bidons. Là, on garde toutes les qualités au top de la vidéo 360 des petites sœurs, mais on y ajoute aussi des possibilités énormes en photo. Cette caméra One RS 1 pouce, elle vient à la fois
chapeauter complètement et de très très loin la qualité vidéo de toutes les caméras concurrentes 360. Et en termes de photos, elle vient aussi titiller, égaler, voire dépasser sur différents points des références de la vie virtuelle, comme par exemple la Ricoh Theta Z1. Donc aujourd'hui, tant en photo qu'en vidéo, c'est vraiment la référence des caméras de pointe. Forcément, ça a un prix, vu qu'elle se vend 1000 €, mais ceux qui veulent soit faire de la visite virtuelle avec une qualité d'image équivalente à une Theta Z1, maintenant ils auront celle-ci qui a en plus un workflow beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et qui fait en plus de la vidéo avec une super qualité. En 2022, j'ai testé 24 produits. Il y en a 2 qui étaient vraiment largement au-dessus du lot. C'était Mavic 3 classique que je viens de tester là il y a une semaine, et cette One RS 1 pouce dont j'ai fait un test il y a quelques mois, qui survole complètement toute sa catégorie. C'est un vrai régal, j'adore cette caméra. C'est la seule caméra 360 dont le rendu est satisfaisant pour être posté sur une vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou pour être vu sur une télé. C'est vraiment un régal. Alors forcément, cette image de qualité, ça a un prix déjà financier, avec 1000 € comme billet d'entrée. Second prix que ça, c'est qu'elle est assez large. Du coup, niveau assemblage, c'est moins pratique que par exemple une X3. Troisième défaut, elle n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'amener sous un orage ou la prendre en surf. Voilà. Quatrième défaut, c'est qu'elle est plus grosse, plus lourde. Donc voilà, ça a des défauts. Aussi au niveau distance minimale de mise au point, c'est un peu plus loin. Donc pour faire de la macro par exemple, c'est moins adapté que ses petites sœurs. Donc il y a quand même des défauts, on va dire des limites, ce qui est normal. Mais en termes de rendu d'image, photo, vidéo, c'est largement au-dessus de tout ce qui se fait à la fois dans la marque et chez les concurrents. Donc pour être bien clair, si vous comptez dépenser 1000 € d'une caméra 360 et que vous n'avez pas besoin de l'étanchéité ou du côté un petit peu action, le meilleur rendu sera dans cette caméra-là, la One RS 1 pouce. Vous aurez non seulement de quoi faire de belles vidéos 360, de belles photos et même de vous en servir au niveau professionnel pour de la visite virtuelle par exemple. C'est un vrai régal. Donc pour résumer, ces 3 caméras-là, on est dans le loisir qui veut se faire plaisir, dans l'action aussi, et celle-là, on n'est pas dans l'action du tout, même si on peut la prendre en randonnée, j'ai déjà fait, mais bon, au niveau étanchéité et tout, comme on l'a vu, et puis poids et taille, c'est différent. On est dans soit l'amateur qui veut se faire vraiment plaisir et qui en a les moyens, soit le pro qui veut vraiment une caméra pour faire de la visite virtuelle et qui permet en plus de faire de belles images niveau vidéo. Voilà, c'est un peu la différence de philosophie, elle est vraiment à part celle-ci, elle survole le marché en termes de qualité. Alors maintenant un petit mot rapide sur les marques concurrentes. Pour ce qui est des caméras d'action, la seule réelle marque concurrente c'était GoPro, mais la GoPro Max elle est maintenant un peu vieillissante. C'est une bonne caméra mais qui n'est plus trop au niveau de ce que propose une X3 par exemple. Et en plus le second point par rapport à GoPro, c'est que l'application GoPro est bien moins pratique, complète, puissante que ce que ne proposent ces caméras là. Et pour ces raisons je vous conseille plutôt aujourd'hui de partir sur l'une de ces caméras là. Pour ce qui est maintenant pas de l'action mais des caméras plus pro avec un meilleur rendu, pas mal de marques qui sont arrivées récemment avec déjà au niveau de la photo on avait la Theta Z1 qui marchait vraiment super bien. Après il y a eu Coolcam qui a fait Kandao qui a fait des caméras avec la Coolcam, tout ça, mais franchement quand la One RS 1 pouce est arrivée, elle a fait le ménage, c'est-à-dire que là au niveau photo il n'y a que la Z1 qui peut rivaliser, qui même des fois est un peu meilleure sur certaines situations, mais globalement celle-ci est équivalente, et vu qu'en vidéo elle est largement en avance, il n'y a pas photo, et par rapport à tout le reste, ou alors à moins d'avoir un budget monstrueux, on n'aura pas d'équivalent à la One RS 1 pouce. Bref, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai parlé que de ces 4 caméras-là. Si vous cherchez aujourd'hui une caméra 360, c'est une de ces 4-là que je vous conseille. Voilà, je vous rappelle que je vous mets le lien sous la vidéo en description vers les offres Black Friday de chez Insta360. Si ça vous a plu ou été utile, comme d'hab, le like, le partage, l'abonnement, ça m'aide beaucoup. Il y aura plein de vidéos encore qui vont arriver très sympas d'ici la fin 2022. Donc si ça vous intéresse, pensez bien à vous abonner. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.